Pourquoi existons-nous dans un univers où chaque être vivant doit consommer quelque chose d'autre pour continuer à vivre? Pourquoi la survie dépend-elle de la consommation? Pourquoi une chose grandit-elle pendant qu'une autre disparaît? Cette question paraît d'abord philosophique, presque trop immense pour une seule histoire. Pourtant, c'est précisément à cet endroit que commence ce que Linda Moulton Howe n'aurait jamais totalement révélé pendant plus de 40 ans. Elle en savait davantage que ce qu'elle disait publiquement, pas à la télévision, pas dans ses articles, même pas devant les personnes qui travaillaient avec elle depuis des années et qui avaient toujours eu l'impression qu'elle retenait certaines informations. Encore et encore, elle laissait entendre qu'il existait des choses qui ne pouvaient pas encore être révélées au grand jour, non pas parce qu'elles étaient insignifiantes, mais parce que les personnes qui les lui avaient confiées étaient encore en vie. Et aujourd'hui, selon elle, le temps commence à manquer. Ce que certains hommes lui racontèrent à propos de l'Antarctique n'était pas, pour elle, une simple légende. Ce n'était pas une histoire racontée autour d'un feu de camp, ni une rumeur de seconde main, ni un fantasme né sur un forum internet. Cela ressemblait davantage à un rapport, à un relevé, à quelque chose que des gens avaient vu, traversé et mémorisé, parce qu'ils savaient qu'ils ne pourraient peut-être jamais repartir avec des preuves. Pendant des décennies, la vision officielle présentait l'Antarctique comme un endroit où les premiers humains n'auraient jamais pu vivre durablement. Trop froid, trop hostile, trop éloigné de tout ce dont une civilisation a besoin. Puis seraient apparues des images satellites montrant quelque chose qui ne correspondait pas à ce récit, une étrange formation semblante émerger de la glace. 9 acres de superficie, à plus de 20 mètres de haut, trop régulière pour n'être qu'une coïncidence naturelle. À cela s'ajoutaient des récits parlant d'une température qui ne devrait pas exister là-bas, de symboles gravés sur des parois qui ne correspondaient à aucun alphabet humain connu, d'une entrée taillée dans la glace selon une forme que la nature ne produit presque jamais. Linda parle bas aujourd'hui parce que les hommes qui auraient vu ces choses vieillissent, certains sont déjà morts, d'autres souffrent de maladies, de diagnostics irréversibles, de délais imposés par le temps. Et lorsqu'un être humain garde le silence pendant 40 ans avant de dire soudainement, avant de partir, je dois raconter cela, on écoute différemment. Avant de comprendre ce qu'elle révèle désormais, il faut comprendre qui elle est réellement. Car Linda Moulton Howe n'est pas simplement une voix quelconque sur Internet. Ce n'est pas quelqu'un assis devant une bibliothèque avec une caméra transformant des spéculations en vidéo sensationnaliste. C'est une journaliste formée qui a construit sa réputation lentement au fil des années. Elle n'a pas commencé sa carrière avec des histoires de bases secrètes ou d'installations cachées sous la glace. Ses premiers travaux concernaient des sujets bien réels, de l'eau contaminée, des fuites radioactives, des problèmes de santé dans de petites communautés dont personne ne voulait parler pendant que d'autres journalistes attendaient les grands titres. Elle se rendait dans des endroits isolés, s'asseyait à des tables de cuisine et écoutait des gens qui avaient depuis longtemps cessé de croire qu'une autorité quelconque leur prêterait encore attention. Elle écoutait, vérifiait les témoignages, comparait les documents. Et c'est précisément cette manière de travailler qui attira l'attention sur elle au début des années 80. Son documentaire sur les mystérieuses mutilations de bétail dans le Colorado lui valut un Emmy régional. À l'époque, des éleveurs retrouvaient leurs animaux morts dans les champs, sans traces évidentes de prédateurs, sans les signes habituels d'une attaque. Beaucoup de médias se moquaient de l'affaire, pas Linda. Elle filmait, documentait et posait des questions sans transformer immédiatement chaque détail en sensation médiatique. Et c'est exactement cela qui changea tout. Après ce documentaire, d'autres personnes commencèrent à la contacter. Des individus qui, normalement, n'auraient jamais parlé à des journalistes, d'anciens militaires, des ingénieurs, des techniciens, des pilotes, des personnes disposant d'habilitation de sécurité, des gens qui avaient appris à se taire. Et c'est ici que commence la partie que beaucoup ignorent. Plus son travail s'éloignait des questions environnementales ordinaires et plus il se rapprochait des espaces aériens interdits, des projets militaires et des programmes secrets, plus sa propre vie changeait. Certaines invitations disparurent, des chaînes de télévision cessèrent soudainement de rappeler des collègues avec qui elle travaillait depuis
depuis des années, ne répondait ni plus à ses appels, mais elle continua. Parce qu'à un moment donné, elle comprit quelque chose que beaucoup de journalistes ne comprennent jamais vraiment. La vérité n'a pas besoin d'autorisation pour exister. Elle existe indépendamment du fait qu'une institution décide ou non de la confirmer officiellement. Pourtant, dans ses interviews, elle répétait toujours la même phrase il y a des choses, Guichet, que je ne peux pas encore dire. Non pas parce qu'elle manquait d'informations, mais parce qu'un grand nombre de ses sources étaient encore vivantes. Parce qu'elles avaient signé des accords, parce qu'elles avaient des familles, et parce qu'elles étaient convaincues qu'en parler trop tôt ne détruirait pas seulement leur carrière, mais peut-être leur vie entière. Un lieu revenait constamment dans toutes ces histoires. Pas le Colorado, pas le Nevada, pas une base perdue au milieu du désert entouré de clôtures, l'Antarctique, encore et encore, Linda entourait cet endroit dans ses dossiers, encore les conversations finissaient par tourner autour du même continent. Et plus elle entendait de récits, plus elle semblait comprendre pourquoi personne n'était censé parler de cet endroit. Car selon ses sources, l'Antarctique n'est pas l'image présentée dans les documentaires. Pas seulement de la glace, pas seulement des stations scientifiques, pas seulement des pingouins et de la neige. Et cette image, affirmaient certains de ces informateurs, aurait été volontairement rendue inoffensive. En réalité, l'Antarctique serait l'un des endroits les plus contrôlés de la planète. Des traités internationaux divisent le continent entre plusieurs puissances mondiales. Les routes aériennes sont surveillées, les expéditions enregistrées. Les voyages indépendants sont presque impossibles. Et Linda commença à remarquer des schémas récurrents. Des pilotes racontaient qu'on leur ordonnait soudainement de changer de trajectoire dès qu'ils approchaient certaines coordonnées. Des techniciens expliquaient qu'on leur demandait d'interrompre des mesures sans aucune justification. Des images satellites montraient apparemment des anomalies qui disparaissaient quelques jours plus tard. Chaque incident pris séparément semblait anodin. Bien sûr que les itinéraires aériens changent. Bien sûr que les images satellites peuvent être modifiées ou mises à jour. Bien sûr qu'il existe des zones de sécurité dans des régions extrêmes du monde. C'est précisément ce qui rendait si difficile l'idée d'y voir autre chose qu'une simple coïncidence. Chaque détail pouvait recevoir une explication rationnelle. Et c'est justement là, pensait Linda, que se trouvait le véritable système. Pas une immense dissimulation évidente, mais 1000 petites réponses plausibles, capables de rendre chaque question immédiatement inoffensive. Car lorsqu'on ne regarde qu'un seul indice, on finit vite par se sentir ridicule d'avoir seulement posé la question. Mais Linda, elle, ne regardait pas un seul indice. Elle observait 40 années d'indices accumulés en même temps. Et lorsqu'elle plaça tous ces fragments côte à côte, une nouvelle image commença à apparaître. Non plus celle d'un simple continent scientifique, mais celle d'une frontière, une sorte de ligne invisible derrière laquelle quelque chose devait rester caché aux yeux du monde extérieur. Puis elle remarqua autre chose. De petits articles apparaissaient régulièrement dans les actualités scientifiques. Des rapports évoquant d'étranges signatures thermiques sous la glace, des anomalies magnétiques inhabituelles, des structures enfouies sous les glaciers qui ne semblaient pas entièrement naturelles. Pourtant, presque à chaque fois, ces histoires disparaissaient rapidement, pas réfutées, pas corrigées, simplement oubliées, mais comme si quelqu'un avait décidé qu'il ne fallait pas en parler plus longtemps. Linda conserva ses rapports, année après année, des coupures de journaux, des notes, des témoignages, des noms, des dates. Et avec le temps, certaines de ces sources commencèrent à devenir plus précises. Elles décrivaient un endroit, un lieu auquel on accédait prétendument par une ouverture creusée dans la glace, 8 côtés, une symétrie parfaite, une entrée octogonale taillée directement dans un glacier, pas irrégulière comme une grotte naturelle, pas fracturée comme la glace se brise normalement, mais géométriquement exact. Beaucoup des hommes qui racontèrent cela à Linda n'en parlèrent que des décennies plus tard, certains uniquement après leur retraite, d'autres après avoir appris qu'ils étaient du moins gravement malades. Quelques-uns attendirent même le moment où les médecins leur annoncèrent qu'il ne leur restait plus beaucoup de temps. Ce n'était qu'alors qu'ils prirent le téléphone. L'un de ces hommes, dira plus tard Linda, aurait été un ancien membre de la marine. Plus de 70 ans, calme, sans dramatisation. Il se serait assis dans un salon, aurait posé un verre
verre d'eau devant lui et aurait commencé à parler comme s'il lisait un rapport technique. Et c'est précisément ce qui rendait ses paroles troublantes. Il n'essayait pas d'avoir l'air mystérieux. Il ne parlait pas comme quelqu'un cherchant l'attention. Il décrivait les choses avec la même voix neutre qu'un électricien parlant de câbles ou de plans techniques. Presque avec lassitude, Linda dira plus tard que c'était justement cette tranquillité qui l'avait tenté. Car les personnes qui inventent des histoires ou fantasmes ont souvent tendance à dramatiser. Ces hommes semblaient différents, méthodiques, précis. Puis vinrent les détails. La géologie même de l'Antarctique correspond partiellement à certains de leurs récits. Sous la glace existent des régions volcaniques. Le volcan Erebus est encore actif aujourd'hui. Une grande partie du sous-sol est composée de basalte noir, exactement le type de roche dans lequel d'immenses cavités naturelles peuvent-ils se former ailleurs dans le monde. Mais ce que ces hommes décrivaient allait bien au-delà. Ils parlaient de transport vers des coordonnées interdites aux avions civils, de longues traversées sur la glace, d'une descente progressive sous la surface et finalement d'une entrée composée de 8 côtés parfaitement identiques. L'un des hommes aurait raconté avoir d'abord été transporté dans la région à bord d'un porte-avions. Ensuite, il serait monté dans un hélicoptère, puis dans un véhicule à chenilles spécialisées jusqu'à atteindre un glacier. Et là se trouvait cette entrée, 8 côtés parfaitement symétriques, directement taillés dans la glace. Un autre informateur raconta quelque chose d'encore plus étrange. Il prétendait avoir été transporté sous la glace à bord d'un sous-marin, sans jamais remonter à la surface. Le submersible aurait traversé une immense faille, descendant toujours plus profondément, jusqu'à ce que l'environnement change soudainement. Il en parlait comme d'une procédure ordinaire, pas comme une aventure, pas comme un cauchemar, mais comme une routine déjà vécu plusieurs fois. Et chaque fois qu'il faut que Linda demandait ce qui se trouvait derrière cette entrée, elle recevait apparemment toujours la même réponse. Pas des réponses similaires, les mêmes dimensions, les mêmes températures, la même lumière, comme si des personnes qui ne s'étaient jamais rencontrées avaient visité exactement le même endroit et vu exactement les mêmes choses. Les salles sous la glace, selon leur description, étaient gigantesques. Chacune mesurait environ 9 acres, d'immenses chambres faites de basalte noir, avec des plafonds s'élevant à plus de 20 mètres de hauteur. Aucun support visible, aucune colonne. Des ingénieurs auraient ensuite affirmé qu'une structure de cette taille aurait normalement nécessité des renforts supplémentaires. Pourtant, rien n'était visible. La roche semblait se soutenir elle-même. La température représentait le point suivant que personne ne semblait capable d'expliquer logiquement. À l'extérieur, les températures plongeaient largement sous zéro. Air glacial, tempête, conditions incompatibles avec la vie humaine, mais à l'intérieur, selon eux, la température devait rester constamment agréable, entre 20 et 22 degrés Celsius environ, suffisamment chaud pour marcher sans vêtements épais, et la transition était immédiate. Pas de longs tunnels, pas d'adaptation progressive. On franchissait une limite et le climat changeait soudainement, comme si l'espace lui-même réagissait à leur présence. Mais l'élément le plus étrange concernait, selon leur récit, la lumière, car il n'y avait apparemment aucune lampe, aucune source lumineuse visible, aucun câble, aucun projecteur fixé au mur ou au plafond. Pourtant, les salles étaient on dit diarrhèrement illuminées, étaient uniformément, sans aucune ombre dans les coins, et plusieurs hommes décrivirent exactement la même sensation. La lumière semblait les suivre, pas comme un projecteur, plutôt comme si la pièce elle-même savait où il se trouvait. Des symboles étaient nous gravés dans les murs, des rangées de signes profondément incrustés dans la roche sombre. Chaque ligne possédait exactement la même profondeur. Aucune irrégularité, aucun défaut. Des experts à qui l'on aurait montré des photographies auraient été déclarés que ces symboles rappelaient partiellement l'écriture maya et partiellement les hiéroglyphes égyptiens. Mais ils ne correspondaient à aucun système d'écriture connu, ni ancien, ni identifié, ni dérivé d'une langue existante. Quelque chose d'entièrement indépendant. Puis vint l'élément qui, selon Linda, aurait laissé certains spécialistes sans voix. Il n'existait aucune trace d'outil, aucune rayure, aucune marque de burin, aucun indice de forage ou de découpe mécanique. Les lignes semblaient parfaitement lisses, comme si la pierre n'avait pas été sculptée, mais transformée. L'un des spécialistes aurait affirmé que de telles découpes ne seraient possibles qu'avec une technologie capable de manipuler la roche au niveau moléculaire. Un autre, après avoir observé une photographie, serait simplement resté
rester silencieux avant de demander à quitter la pièce. Et c'est précisément ici que commence la partie de l'histoire qui pousse beaucoup de gens soit à y croire totalement, soit à devenir immédiatement méfiants, car si seulement une petite partie de ces récits était vraie, cela signifierait alors que notre compréhension de l'histoire est incomplète, pas légèrement erronée, fondamentalement incomplète, car il faudrait alors poser des questions que presque personne n'a réellement voulu poser jusqu'ici. Qui a construit ces lieux? Quand? Et pourquoi n'existe-t-il aucune trace officielle de leur existence? Les hommes qui racontèrent leurs histoires à Linda décrivaient toujours les salles de la même manière, les mêmes températures, les mêmes dimensions, la même lumière, et ce qui frappait Linda n'était pas seulement le contenu de leur récit, mais la manière dont ils parlaient. Aucun ne semblait rechercher une scène ou une reconnaissance, beaucoup paraissaient simplement fatigués, comme s'ils avaient passé des décennies à essayer d'oublier quelque chose. Et c'est ici qu'intervient un autre aspect dont, selon Linda, presque personne ne parle réellement, la manière dont fonctionne la véritable confidentialité. La plupart des gens imaginent les menaces de façon spectaculaire, des hommes dans des voitures noires, des avertissements au milieu de la nuit, des filatures, de la violence. Mais selon les témoignages de ces sources, la réalité fonctionnerait de manière beaucoup plus silencieuse. Personne n'a besoin de crier. Il suffit de rappeler discrètement à quelqu'un quelle administration gère sa pension ou de mentionner, presque par hasard, le nom de l'école fréquentée par sa fille, ou de laisser entendre qu'un contrat pourrait soudainement ne plus être renouvelé. Aucune menace directe. Seulement cette compréhension implicite que toute stabilité dans une vie peut disparaître si certaines choses sont prononcées à voix haute. Et en Antarctique, racontaient certains de ces hommes, cette sensation devient encore plus forte. Car là-bas, il n'existe aucune possibilité de fuite, aucun journaliste indépendant, aucun voisin, aucun endroit où disparaître. Simplement chaque vol, chaque livraison de ravitaillement, chaque communication radio, tout passe par la même structure, et si cette structure décide que vous représentez un problème, alors vous êtes seul. Voilà pourquoi beaucoup sont restés silencieux pendant des décennies, pas forcément par lâcheté, mais parce qu'ils avaient des familles, des enfants, des crédits, des carrières, et parce qu'ils étaient convaincus qu'en parler trop tôt ne changerait rien. Cela ne ferait que les détruire eux-mêmes. Ces hommes ne pouvaient pratiquement parler à personne, ni à leurs épouses, ni à leurs anciens collègues, même pas à des thérapeutes, car cela aurait pu laisser une trace officielle. Alors ils portaient ces souvenirs seuls, année après année. Et selon Linda, les choses commencèrent seulement à changer lorsque la peur de mourir devint plus grande que la peur des conséquences. Après la retraite, après les diagnostics médicaux, après certaines pertes familiales, c'est alors apparemment qu'ils commencèrent à la contacter les uns après les autres. Et Linda fit quelque chose qui est devenu rare dans le journalisme moderne. Elle attendit, elle ne publia pas immédiatement tout ce qu'elle savait. Elle comprenait apparemment que certaines histoires peuvent être ridiculisées si elles apparaissent trop tôt. Et lorsqu'une histoire devient publiquement moquée, elle disparaît souvent pendant des décennies de toute discussion sérieuse. Elle voulait protéger ses sources et en même temps empêcher que les informations disparaissent avec elle. C'est pourquoi elle répétait souvent que le rôle d'un journaliste n'est pas toujours de publier immédiatement chaque détail. Parfois, le véritable rôle consiste à conserver certaines informations en sécurité jusqu'au moment où le monde sera prêt à les entendre. Mais toute attente finit un jour par prendre fin. Ces dernières années, beaucoup d'auditeurs ont remarqué une phrase particulière que Linda et certaines de ses sources utilisaient de plus en plus souvent. Avant de mourir. Pas prononcée avec dramatisation, plutôt calmement, comme une horloge qui continue lentement de tourner, car lorsqu'une personne garde le silence pendant 40 ans avant de commencer soudainement à dire « avant de mourir », cela doit être raconté. Cela signifie généralement qu'un changement s'est produit. Le calcul entre le risque et les conséquences bécantes s'évolue. Les carrières finissent par ne plus avoir d'importance. Les autorisations de sécurité expirent. Les contrats perdent leur pouvoir lorsqu'une personne est déjà depuis longtemps à la retraite. Et la proximité de la mort modifie souvent la manière dont les êtres humains considèrent la vérité. Mais selon Linda, une seconde horloge serait également en train de tourner. La technologie progresse,
ce qui appartenait autrefois uniquement au gouvernement se retrouve aujourd'hui entre les mains de chercheurs indépendants. Les images satellites deviennent plus précises, les technologies thermiques coûtent moins cher, les appareils capables de sonder profondément sous la glace ne sont plus exclusivement réservés aux installations militaires. Et cela changerait tout, car si un jour une équipe privée utilisant des drones ou des systèmes modernes de mesure survole accidentellement les bonnes coordonnées, quelque chose pourrait devenir visible après avoir été caché pendant des décennies. À ce moment-là, les hommes affirmant avoir vu ces lieux n'auront plus aucun contrôle sur l'histoire. Soit ils parlent maintenant, soit d'autres découvriront plus tard quelque chose sans leur contexte, sans leurs souvenirs et sans leur version des événements. Et selon Linda, il existe encore un troisième facteur. La glace elle-même change, les glaciers reculent, les calottes glaciaires se fissurent, des régions restées enfermées pendant des périodes inimaginables commencent à s'ouvrir. Si quelque chose est à réellement caché sous la glace, alors cela pourrait aujourd'hui se trouver plus près de la surface qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire moderne. Les hommes qui se confièrent à Linda semblaient savoir exactement où se trouvaient ces lieux, et certains d'entre eux croyaient apparemment que la nature elle-même finirait un jour par révéler ce que les êtres humains avaient tenté de cacher si longtemps. Malgré tout, une question essentielle demeure: où sont les preuves? Car, en théorie, presque tout devrait pouvoir être vérifié. Une immense cavité sous la glace devrait apparaître sur les radars, de grands espaces vides dans le basalte devraient modifier certaines mesures géologiques. Une zone chaude au milieu d'une région polaire extrêmement froide devrait être détectable par imagerie thermique. Et c'est précisément pour cette raison que les critiques affirment que cette histoire n'a jamais été démontrée. Il n'existe aucune carte officiellement confirmée, aucun document gouvernemental déclassifié, aucune photographie authentifiée de manière incontestable, aucune équipe scientifique indépendante ayant officiellement confirmé l'existence de telles structures. Et cela reste important, car l'absence de preuve n'est pas automatiquement une preuve de dissimulation. Une histoire demeure non prouvée tant qu'elle ne peut être vérifiée. Mais même ici, certaines personnes répondent différemment. Elles rappellent des exemples historiques où d'immenses projets furent réellement maintenus secrets pendant des décennies, des développements militaires, des programmes de surveillance, des technologies dont le public n'apprit l'existence que bien plus tard. Le secret fonctionne rarement en rendant quelque chose totalement invisible. Il fonctionne plutôt en fragmentant les informations, en les classifiant, en les dissimulant derrière des structures administratives et bureaucratiques. Et c'est précisément pour cela que l'Antarctique fascine encore autant de gens aujourd'hui. C'est un endroit isolé, extrêmement difficile d'accès, politiquement complexe, scientifiquement mystérieux, un lieu dont la majorité des gens ne connaissent que ce qu'on leur montre. Linda elle-même ne prétend pas posséder une preuve absolue. Au fond, elle affirme plutôt autre chose, que pendant plusieurs décennies, différentes personnes indépendantes les unes des autres ont décrit des choses remarquablement similaires. Les mêmes salles, les mêmes dimensions, les mêmes températures, la même lumière, et que certaines de ces personnes n'ont accepté de parler qu'à l'approche de leur mort. Pour beaucoup d'auditeurs, cela ne suffit pas comme preuve. Pour d'autres, c'est assez pour continuer à écouter attentivement. Et peut-être est-ce précisément là que réside la véritable force de cette histoire. Non pas dans le fait que tout soit prouvé, mais dans le fait qu'elle ouvre une possibilité impossible à réfuter totalement, tout en restant impossible à confirmer complètement. L'Antarctique est l'endroit le plus vaste, le plus froid et le plus hostile de notre planète. La glace y est constamment en mouvement et elle enterre, écrase et transforme tout ce qui se trouve sous elle. Des paysages entiers disparaissent pendant des millénaires, des montagnes restent cachées sous plusieurs kilomètres de glace, des lacs existent sous la surface sans qu'aucun rayon du soleil ne les ait jamais atteints. Alors, si quelque chose était réellement dissimulé là-dessous, cet endroit constituerait probablement la protection naturelle parfaite. Et c'est peut-être précisément la raison pour laquelle cette histoire continue d'obséder autant de personnes, parce qu'elle relie quelque chose de réel à quelque chose d'inconnu. L'Antarctique existe réellement, les coopérations militaires sur ce continent existent réellement, les programmes secrets ont toujours existé dans l'histoire,
des gouvernements ont déjà caché des informations. Certaines découvertes scientifiques ne sont devenues publiques que plusieurs décennies plus tard. Tout cela, cela est vrai. Et c'est exactement pour cette raison que le reste du récit ne paraît soudainement plus totalement impossible à certaines personnes. Linda aurait donc décidé d'enregistrer ces informations au moins quelque part. Pas nécessairement pour convaincre immédiatement le monde entier, mais pour empêcher que les témoignages de ses sources disparaissent avec elle. Elle répétait souvent, en substance, qu'un jour, quelqu'un finirait peut-être par trouver les bonnes coordonnées, peut-être l'année prochaine, peut-être dans 50 ans, peut-être qu'une équipe scientifique découvrira accidentellement quelque chose sous la glace que personne n'attendait. Et lorsque ce jour arrivera, ces récits devront déjà exister. Avec des noms, avec des chiffres, avec des descriptions, avec les souvenirs de ces hommes qui, pendant des décennies, n'avaient pas voulu parler. Mais c'est précisément ici qu'il faut rester honnête. Car malgré tous ces témoignages, aucune preuve universellement acceptée de ces prétendues structures n'existe aujourd'hui. Aucune enquête internationale confirmée, aucune donnée scientifique accessible publiquement montrant clairement que de tels espaces existent réellement. Et cela signifie que cette histoire continue de se tenir entre deux mondes, entre le documentaire et le mythe, entre le témoignage et la spéculation, entre la possibilité et l'imagination. Certaines personnes entendent tout cela et n'y voient qu'un conte moderne de plus, une histoire de vérité cachée qui ne seront jamais réellement prouvées. D'autres ressentent quelque chose de différent, pas nécessairement une certitude, mais cette étrange impression que notre monde est peut-être plus vaste, plus complexe, et plus inconnu que nous l'imaginons. Et peut-être c'est précisément la raison pour laquelle ce genre d'histoire survit aussi longtemps, pas uniquement à cause des preuves, mais parce qu'au fond d'eux-mêmes, les êtres humains sentent que beaucoup de choses restent encore inexpliquées. Et c'est ainsi que nous revenons à la question du début. Pourquoi toute vie existe-t-elle au détriment d'autres choses? Pourquoi notre univers repose-t-il sur la consommation? Pourquoi retrouve-t-on partout la compétition, le conflit et la survie? Peut-être parce que la vie tente constamment de lutter contre l'oubli. Peut-être est-ce pour cela que les êtres humains collectionnent les histoires, qu'ils construisent des archives, qu'ils laissent des traces pour ceux qui viendront après eux. Et peut-être que Linda Moulton Howe a finalement fait exactement cela. Pas forcément pour changer immédiatement le monde, mais pour s'assurer que certains souvenirs ne disparaissent jamais complètement, qu'il existe quelque part une trace. Au cas où la glace révélerait un jour quelque chose, au cas où quelqu'un creuserait suffisamment profondément, au cas où une histoire considérée impossible deviendrait soudainement une découverte historique, ou peut-être simplement pour que les générations futures comprennent à quel point les êtres humains sont attirés par les secrets, à quel point nous espérons qu'il existe encore quelque chose de plus grand derrière ce que nous pouvons voir. Car que cette histoire soit vraie ou non, elle a déjà accompli quelque chose. Elle a poussé les gens à poser des questions sur le pouvoir, sur la vérité, sur le contrôle, sur l'histoire et sur toutes ces choses qui ne seront peut-être jamais totalement révélées. Si ce genre d'histoire t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un commentaire pour dire ce que toi, tu crois caché sous la glace. Certains parlent d'anciennes ruines, d'autres imaginent des installations militaires secrètes et d'autres encore pensent qu'il n'y a absolument rien là-dessous à part de la pierre et de l'obscurité. Mais c'est précisément pour cela que l'Antarctique restera probablement toujours l'un des endroits les plus mystérieux du monde. Et peut-être qu'au final, le plus grand mystère n'est pas ce qui se cache sous la glace, mais pourquoi les êtres humains ne peuvent jamais s'empêcher de le chercher